Merci beaucoup, Marie-Ève. On va passer assez rapidement, si vous voulez, à la période de questions. C'est pas tellement compliqué. On essaie de mettre un genre de limite raisonnable de 2 minutes. Si vous perdez votre dentier au milieu de votre exposition, on vous donnera le temps de replacer tout ça. On est quand même un peu élastique, mais essayez quand même d'avoir un certain retenu au niveau du temps. Donc, vous avez les deux entités qui ont parlé et ces deux personnes-là, ils attendent vos questions. Oui, madame. Vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît. Oui. Quoi? Oui. Oui, d'autrement. Ah. Oui, mon nom, c'est Denis Jourdain de Ouachat. Pour ne pas me perdre dans mes idées, là, je vais me présenter avec mon numéro de bande, 08000 841 01. Ce chiffre-là, c'est mon numéro de statut autochtone par lequel mon conseil de bande doit m'offrir des services. Mon deuxième statut, qui est protégé par la Constitution canadienne, l'article 35, c'est mes droits ancestraux. Je suis détenteur de ces droits-là. Alors, faut comprendre que les mines, les promoteurs vont toujours rencontrer nos conseils de vente. On dirait que c'est la porte, mais ce qu'il faut que les conseils de vente comprennent, c'est nous, les propriétaires, c'est nous, les détenteurs, c'est les gens qui sont ici, là. Les gens de ma communauté qui sont les détenteurs, ce n'est pas le conseil de bande. Si moi, je vais à la pêche, il n'y a jamais le conseil de bande à côté de moi là, quand je pêche. C'est moi qui est détenteur de ces droits ancestraux-là. Puis, le titre aborigène, il est collectif. Mais, étant donné que le Canada, c'est un pays de droit, ils ont réussi à diluer ça, que même un groupe peut défendre le titre aborigène. Même une famille peut défendre le titre aborigène. Mais l'ancien conseil a réussi à aller chercher un mandat de négocier avec quelques familles. Puis ceux qui ne voulaient pas de développement, bien, on n'était pas représentés là, à la table du conseil. Puis les promoteurs, moi, ce que je comprends, étant donné que j'ai 2 statuts là, au Canada, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est vos lois, c'est vos gouvernements. Le Québec, le gouvernement du Québec, là, il commence à parler de sa souveraineté, mais je n'ai jamais vu de papier légal qui dit que le Québec est le propriétaire du territoire. Pas vu ça encore, là? Je suis propriétaire, nous sommes propriétaires. Ben, dans le fond, on est les gardiens. On n'est pas les propriétaires, là, mais étant donné que le Québec, c'est un droit, le droit privé, hein, le droit de propriété, ben, je vais utiliser votre vocabulaire. Puis, en plus, là, pour bien comprendre la langue Innu, là, on a 2 nous. Je, tu, il, nous, vous, il. Nous avons 2 nous en langue Innu. Il y en a un qui est inclusif, l'autre est exclusif. Notasinan, il est exclusif. On exclut des groupes. Quand je dis Notasinan, c'est notre territoire, ce qui veut dire qu'il y a certains groupes là, qui ne font pas partie de notre territoire. Mais si je veux dire notre territoire, on est ici ensemble là, de sociétés, je dirais Tchatasinou. Tchatasinou, mais je pense qu'on n'a pas encore cette mentalité-là d'inclure d'autres groupes pour dire Notasinan, Tchatasinou. Ben, la question autochtone au Québec, elle n'a jamais été réglée non plus, là. Puis, si je veux m'affirmer dans mon statut de détenteur de droit, il faudrait que le conseil de bande, les membres élus du conseil de bande ne se considèrent pas là, les détenteurs de nos droits. C'est pas vrai, là, ils ne détiennent pas nos droits. C'est en tant que chaque individu. L'acceptation sociale, là,
Si on n'avait pas perdu ce que nos ancêtres ont vécu, là, on serait juste né par consensus, puis viser la survie du groupe. Puis sûr que Wahat, ma lieutenant, m'a signé des ententes, mais sans qu'on soit vraiment totalement informé. Ça s'est fait à Montréal, là, sans qu'on le sache. Puis l'autre chose... Si vous permettez, madame, j'aimerais juste, vous pouvez continuer, là, oui. mais juste comprendre qu'il y a d'autres personnes qui Oui. voudraient peut-être prendre le droit aussi. Merci. J'allais terminer là, avec la présentation des mines. Nous, là, en tant qu'Autochtones, là, on n'a pas le portrait là, des développements miniers et tout ça. Là. Mais ce que j'aurais aimé de notre conseil de bande, qu'on nous informe qu'est-ce qui s'en vient comme développement. Ça, on ne le sait pas. Là. Puis on ne peut pas prendre de position puis s'informer là, si on n'est pas tenu au courant. Puis l'autre chose, je suis contente que tu disais, là, le minerai servait aux armes. Moi, là, je fais de l'artisanat, je me berce, puis j'écoute LCN, puis c'est là que j'ai compris, là, hein, moi, là, détenteur, puis gardienne du territoire, là, je vais permettre le développement, l'exploitation du minerai de fer quand il y a une grosse guerre qui se vit là-bas. Alors que moi, je vais aider ça, là, je vais soutenir ça, même si l'argent fait vivre le monde, là, mais... À quel prix, oui. Oui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, madame. C'est ça, merci. Merci énormément. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jacques. Un instant, s'il vous plaît, il y a quelqu'un. L'autre, il n'y a plus de batterie. C'est pour ça qu'on va se passer le micro. 1, 2, 2. Angelino. Juste avant que tu commences, Jacques, Oui. on vous remercie, Chinashkumitin, pour votre partage. Les gens qui vont venir, sachez qu'on est enregistré. On a l'intention de publier ça. Si vous voulez faire un partage sans que ça soit enregistré, peut-être attendre à la fin. On arrêtera l'enregistrement. Et si vous n'étiez pas à l'aise que ça soit publié, on va juste l'enlever. Vous me le direz. Moi, j'aimerais bien ça que ça soit publié, ce que vous avez dit, mais ça vous revient. Je le dis juste pour que vous le sachiez. Puis c'est ça. Nous, on prend des notes. S'il y a des questions, on va y répondre à la fin. On prend vos noms. C'est peut-être mieux comme ça. On va vous laisser plus de temps. Donc, 2 minutes. Je le connais, lui. Non, c'est correct, mon homme. Vas-y. Juste J'en penser. profiterai pendant qu'on a 2 avocats à la table. Une jeune avocat, puis un peu plus âgé au niveau de son service. C'est parti. On a vu des photos du déversement, plutôt du transbordement du port de Québec, qui a libéré massivement des poussières, dont le nickel. On a vu en même temps, parce que moi, je m'en souviens de ça, on a vu en même temps le gouvernement du Québec, quelques semaines plus tard, relever les niveaux de concentration dans l'atmosphère pour mettre à l'abri, ni plus ni moins, de poursuites, j'imagine, de la part de Québec. Est-ce que on peut, comme ça, parce que j'imagine que c'est des règlements, ça, hein? Ça fait partie, il y a des lois qui existent, mais il y a des règlements qui les appuient pour l'application, puis c'est dans ça que les gouvernements d'extrême droite, je suis très fier de le dire, pigent abondamment pour être capable de, ni plus ni moins, minimiser la portée des lois. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Tu la connais bien, oui? Tu ne peux pas répondre? Ben oui. OK. La réponse, je connais très bien le dossier, je connais très bien le règlement, je connais même l'article en question du règlement. C'est le règlement sur la qualité de l'atmosphère, ou plutôt l'assainissement de l'atmosphère. Là, ça a changé, le RAA qu'on appelle. Et en fait, la réponse est tristement oui, les gouvernements peuvent changer les normes, mais dans le cas que vous mentionnez, c'est directement Glencore
et d'autres compagnies qui font affaire au port de Québec, qui ont mis une pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il assouplisse les normes relatives aux émissions de nickel dans l'atmosphère. C'était en 2022, je m'en souviens, c'est un de mes premiers dossiers. Et on s'est mobilisé contre cette modification-là du règlement, mais c'est possible malheureusement que le gouvernement modifie des règlements pour plaire à l'industrie minière. Et ça, dans ce cas-là, le gouvernement allait contre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les Nations unies. C'est très préoccupant. Ça arrive fréquemment. Alors, c'est malheureux, mais oui. Ils le peuvent. Cependant, on peut faire quand même des recours contre ça. Là. Ouais. C'est pas impossible. Marie-Ève l'a dit, quand il modifie des règlements, on peut contester ces modifications-là en justice. Oui, sachant qu'on est enregistré, je pose le message sur le web que les gens comprennent bien quand ils vont voter pour la CAQ ou encore des gouvernements d'extrême droite comme les conservateurs, puis, tout ce qu'on connaît actuellement, parce qu'une certaine montée, on ne s'en cachera pas, là. Bien, tu sais, on a beau se battre en tant que citoyen, mais ça élève grandement le niveau de combat, ça. Donc, je pense que c'est important. Ma deuxième question, oui. Je l'ai posée à Marie-Ève, mais peut-être qu'il est bon pour répondre, lui. C'est vrai qu'il y a eu un combat ici avec Ménarneau. On comprend que ça a divisé la population, tout ça. Puis, dans tout le processus de lancer de l'avant du projet, qui était ni plus ni moins à l'encontre des propositions du BAP ou des recommandations du BAP, le gouvernement a émis un décret avec 10, 11 ou 12, je ne me souviens plus exactement, là, recommandations qui appuyaient ce décret-là. Mais le décret avait une date de péremption, 7 ou 10 ans, je ne me souviens plus exactement, qui, à mon avis, c'est 10 ans, hein, qui, à mon avis, est largement dépassé maintenant. Est-ce que, demain matin, il pourrait éventuellement relancer ce projet-là en omettant de recommencer à la base et en partant au départ, là où on a terminé? Je pense qu'on est bon ce coup-ci. Non, mais c'est une question qui se pose pas juste dans le dossier de Ménarneau. Là. Je peux vous nommer un autre dossier actuel. C'est le projet Dumont-Nickel qui est situé à Launay, en Abitibi. Le décret a été émis en juin 2015 et maintenant, vous avez compris qu'on est rendu en novembre 2015. La compagnie semble, tel un phénix, renaître. La question, on l'a posée au ministère de l'Environnement. Le décret n'est-il pas échu? 10 ans plus tard et 4 mois, 5 mois, 6 mois, notre interprétation, c'est que oui, le décret n'est plus valide et donc il devrait relancer un processus d'évaluation environnementale, l'idée étant que la société a changé depuis 10 ans et tout nouvel acquéreur du projet devrait reprendre l'étude d'impact depuis le début. Ça, c'est notre position, puis on est prêt à la défendre. On vous encourage à aller dans cette direction-là aussi. Absolument, parce que effectivement, la géopolitique internationale a changé aussi. Dans le temps, Yara nous promettait de faire pousser des blé d'Inde. Aujourd'hui, c'est probablement pour faire de l'armement. Je ne pense pas que l'acceptabilité sociale dont on parlait tantôt est tout à fait au même niveau, là, au niveau de la population. Quand ils vont être mis au courant que ça va servir à envoyer des bombes peut-être sur la tête des enfants de Gaza, je pense qu'on va avoir une certaine responsabilité si on accepte des projets de ce genre-là. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. All right. S'il vous plaît. D'autres questions, s'il vous plaît. Oui, Roger. Je connais mon ami. J'étais à Montréal faire son affaire. Moi, j'étais amené mon tombeau, donner la force à mon ami. Quand j'étais à Montréal, c'est ça, j'ai fait, moi, en 2009, mon nom c'est Roger Michel, le monde il m'appelle le chaman. Je défends les territoires. Je défends pour mon peuple son territoire. Puis moi j'étais tout le temps fait quelque chose à. J'ai fait arrêter Ménarneau à cette île, moi aussi. J'étais là. Il parlait, mon ami, j'étais là, moi aussi. J'ai amené mon tombeau. Je marchais pour mon tombeau, ma force. Même en 2009, je marchais pour l'uranium avec Marc Fafard. J'ai arrêté de l'uranium en 2009. J'ai dit, attends, je me souviens, t'es premier ministre Jean Charest.
J'ai dit, après ça, j'étais au Parlement à Québec des fois, rencontrer Jean Charest. J'étais faire ma invitation même à Québec. J'ai dit, après ça, deux Corticors, il est venu me chercher. J'ai rencontré Jean Charest à son bureau. J'ai dit, tu feras pas l'uranium à cette île. Moi, je vais faire d'arrêter. Puis j'ai dit, j'ai dit, tu feras pas l'uranium à cette île quand j'étais rencontré à son bureau, Jean Charest. Après ça, quand j'ai demandé il a démissionné. Puis moi, j'ai fait beaucoup de choses dans mon communauté avec Marc Favard. Il m'a amené partout, mon ami. J'étais même aux États-Unis, aller voir des gens, donner la force. Il y avait de l'uranium. J'étais partout même. J'étais quand on était en autobus aller voir les cris. J'étais en autobus avec les autres. Il m'a dit, un monsieur m'a parlé, quand j'ai vu les arbres tous coupés, quand j'ai vu ça, j'étais triste, j'étais fauché. C'est à cause de le goût, hein. Il brise son territoire. C'est ça, je vois le message de goût. Je ne veux pas qu'il brise nos territoires avec des linos. Écoute, Roger, je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que tu as une longue liste d'activités de militantistes que je te remercie beaucoup. Merci. All right, merci bien. Je devrais parler de Roger aussi, parce que c'est pas vraiment une question, là, c'est juste que j'ai envie que les troupes se sentent bien. Puis j'ai remarqué, tu sais, je te parlais de quelque chose là, au niveau de l'expertise citoyenne. Tu sais. Bon. Je trouve, moi, ça fait plusieurs... Je trouve que ça fait plusieurs élus municipaux qu'on a, là, plusieurs conseils municipaux qu'on a, puis qu'on va les voir, puis on se fait pas mal toujours dire « Ouais, toujours les mêmes ». Puis là, j'ai envie de vous dire oui, toujours les mêmes. Toujours les mêmes que quand il y a un projet qui n'a pas d'allure, c'est toujours les mêmes qui sont contre, puis c'est toujours les mêmes qui sont pour. Puis ça, je trouve que ça là, déjà collectivement, on devrait se questionner là-dessus. Comment ça se fait que c'est toujours, chaque fois qu'un projet n'est pas bon, uranium, mine Arnaud, à chaque fois, quand c'est pas bon, on le sait, les citoyens, à l'avance. On le sait, on va lire, mais on ne peut pas, puis des fois même, on se fait ridiculiser sur la place publique. Nous autres, pendant l'uranium, on se faisait photographier après une mission d'information, mais on se faisait marquer qu'on faisait de la désinformation en haut. Ça fait que, tu sais, toutes les méthodes pour nous intimider puis nous rendre vivre l'humiliation, là, ils le font. Ils ne sont pas gênés. Ils le font. OK? Puis, même ceux qui ne savent pas, ils le font aussi. Puis moi, je me demande s'il n'y a pas un moyen, tu sais, quand je vois mon ami Mario, quand je vois Marc, comment il a été impacté. Même moi, tu sais, il y a des financements qu'on m'a retirés parce que je ne prenais pas le bon côté de la société, tu sais. Puis toujours pour des projets qui n'avaient pas d'allure. Tu sais. Donc, ce que je me demande, y existe-tu quelque chose, une loi, un règlement, qui oblige les chefs de bande puis les maires à respecter les citoyens qui sont devenus des experts. Parce que je ne vous cacherai pas qu'à force de tout le temps, ne pas manquer d'informations, on finit par devenir un expert citoyen. OK? Là, tu sors bénévolement, puis là, tu t'en vas à la bibliothèque, tu t'en vas voir le conseil de bande, tu t'en vas voir tel journaliste, tu t'en vas porter des affiches, tu t'en vas... Des fois même, il y a été un bout là, pendant l'uranium qu'on était plusieurs à ne pas travailler. On ne pouvait pas travailler parce qu'on se faisait menacer de se faire mettre dehors. Mais on s'est surtout fait humilier publiquement souvent. Puis moi, j'ai décidé que c'était fini. Pour moi, en tout cas. Moi, c'est terminé. Moi, je suis une citoyenne, on est en démocratie. Je mérite le respect. Puis, ça, c'est la première des choses. Puis moi, je vous invite, s'il vous plaît,
à vous faire respecter de vos élus. Parce que c'est à partir du moment qu'un élu commence à être irrespectueux envers ses citoyens que ça permet à tous les autres autour de se décomplexer puis d'insulter à leur tour. Puis là, c'est ce qui fait les silences dont tu parlais, là. Ce silence-là, là, qu'on n'a pas besoin parce que ça tue le silence. C'est ça qui tue, le silence. Alors, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, pour en venir avec Roger. Roger, là, c'est pas innocent ce qu'il vous dit, OK? C'est loin d'être innocent. Parce que quand, là, moi, je l'ai assisté, hein, Roger, on a voyagé ensemble, puis tout, Roger attirait les foules, OK? Roger a attiré les foules, Roger a fait changer d'idée des chefs, a fait changer d'idées des gens. Mine de rien, là, c'était notre poster où est-ce que tout le monde venait. À Québec, tout le monde venait nous voir parce que Roger, il est fin, tu sais, il a un visage doux. Fait que, il était notre chaman pour vrai. Il était magique pour vrai, tu sais. Puis c'était dans cette union-là qu'on a eue avec Roger qu'on a réussi à combattre ensemble, tu sais. À combattre ensemble, tu sais, dans tout ce qu'on a comme définition de respect envers l'être humain. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, je te remercie beaucoup. Je trouve, oui, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a une personne qui vient se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Ksenia Tspena, anciennement, pendant près de 10 ans, résidente de Ouachat et de Sept-Îles. Maintenant, depuis 9 ans, résidente de Bécomo. Il y a un point très important que j'ai noté dans la présentation, la notion des projets d'intérêt national. Donc, une nouveauté dans le paysage des luttes citoyennes et de défense, de protection de l'environnement. Les grandes innovations, entre guillemets, qui permettent de court-circuiter tout le processus citoyen si habilement maîtrisé par tant de gens que je connais depuis les derniers 20 ans. Le Québec, tel que je le connais, tel que je l'aime, a déjà connu les projets d'intérêt national. La fondation des réseaux des universités disponibles dans les régions, la Côte-Nord est la dernière qui n'en a pas encore à part entière, mais ça n'enlève pas le mérite à d'autres régions qui l'ont, était un projet d'intérêt national. L'implantation de réseaux de cégep qui pouvaient donner une formation encore plus accessible, encore plus proche des réalités de terrain, était un projet d'intérêt national. Nationalisation de l'électricité était un projet d'intérêt national. Le Québec, tel que les Québécois de l'époque de la Révolution tranquille l'ont forgé, s'est donné les priorités et les moyens à la hauteur de ses aspirations. On ne parle pas d'il y a 400 ans, on ne parle pas d'il y a 200 ans, c'est très récent. Les années 60, les années 70 n'étaient pas plus faciles que les années d'aujourd'hui. Je crois que ça appartient aux Québécois, aux Inuits, aux Abénaquis, aux Malécites, aux Micmacs, aux Anishinabés, à toutes les 11 nations autochtones du territoire de Québec et aux Québécois de toutes les régions, de toutes les origines confondues, de définir quels sont les projets d'intérêt national au Québec en tant que société distincte à l'intérieur du grand pays qui est le Canada. Lorsque la notion même de projet d'intérêt national devient un passe-droit pour se passer des procédures prouvées et éprouvées d'évaluation environnementale, quel message est envoyé alors aux citoyens et aux différentes composantes de la société? Québécoises d'adoption,
et russe d'origine, je voudrais citer les paroles de celui qui n'a pas devenu le leader de mon ancien pays, Alexei Navalny, mort dans les camps de concentration de la Russie contemporaine, avant de revenir en Russie, en se figurant très clairement ce qu'il attendait, avait laissé un message très clair. Si vous me voyez mort, c'est que ceux qui l'ont fait ont peur de vous. Si aujourd'hui, au Canada, qui est un pays libre et démocratique, il y a des passe-droits qui s'utilisent subitement avec une rhétorique qui devait servir à définir complètement autre chose, posez-vous la question, pourquoi? Seriez-vous assez fort, serions-nous assez forts au cours des dernières 40, 50, 60 années pour qu'aujourd'hui, la nation même d'intérêt national soit instrumentalisée pour mettre les bâtons dans les roues à chacun de vous? Et si c'est un signe de votre force, si c'est un signe de notre force, qu'est-ce qui nous empêche de nous en prévaloir? Merci beaucoup, Tiania. Oui, Yves. Bonsoir. Merci de votre visite à cette île. Moi, je suis Yves Perron, je suis un citoyen. Je suis également un homme d'affaires. Donc, plusieurs questions qui me viennent en tête, parce qu'évidemment, on parle au niveau du gouvernement du Québec je vais exprimer en anglais, là, le fast track, autrement dit, d'avoir des projets qui vont plus vite. Puis on sait très bien que dans le fond, ça ne tient pas la route parce qu'au niveau du ministère de l'Environnement, on a licencié combien de personnes, en fait, pour... tu sais, c'est des gens qui, normalement, on le sait, les mines se contrôlent elles-mêmes. Hein. On savait avec Mine Arnaud ce qui allait se passer. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui nous... Puis je voyais tantôt la dame qui était là. Je me rappelle très bien de vous, madame, quand vous étiez ici, puis vous disiez qu'est-ce qui va se passer la journée, qu'il y a du vent, puis je prends le téléphone, j'appelle les gars, rentrez pas aujourd'hui, il y a trop de vent. Je me rappelle de votre intervention, puis ça, je l'avais gardée, celle-là. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. On devient avec une espèce d'échiquier qui ne respecte plus ce qu'on va vivre dans l'implantation de projets. Donc, il y a ça comme question. Puis la deuxième, c'est aussi, comme gens d'affaires, comme gens de ville, des gens qui vivent, des gens qui ont besoin d'avoir des apports financiers pour payer des taxes, payer des services, payer, dans le fond, d'avoir des villes qui vivent. On connaît le côté de la démographie à cette île qui baisse, donc on veut remonter. Ce que je voudrais vous dire là-dessus, c'est est-ce qu'il existe un livre sur qu'est-ce qu'un bon projet minier? Parce qu'en réalité, on vous voit intervenir sur ce qui ne va pas dans les projets, mais est-ce qu'il y en a des exemples de bons projets miniers, de choses qui vont bien, puis sur lesquelles, exemple, Québec Meilleure Mine va dire voilà une façon de faire, voilà une collaboration avec les citoyens et le processus d'acceptabilité sociale que vous parliez tantôt. Donc ça, j'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus. Merci. Super. Je suis convaincu que merci beaucoup, M. Perron. Je suis convaincu que les deux représentantes de Strange Lake ici dans la salle vont être contentes de m'entendre parler des bons projets miniers pour prendre des notes là-dessus, mais c'est une question qui c'est plus... Je voudrais dire... Vous êtes rendu où? OK, bon. J'aimerais élargir ça, en fait, parce que c'est comme si on arrive pour répondre à cette question-là, c'est comme si on conçoit que notre futur repose à un éventuel autre projet qui n'est pas sur la table. T'sais. Notre travail commence quand il y a des projets qui nous sont présentés. Mais en fait, on en a déjà plein des projets. Je vais parler pour l'Abitibi parce que je ne suis pas un gars de cette île, mais on en a des projets, nous. C'est pas comme si on n'avait pas de projet. C'est pas comme si on manquait de projet. C'est pas comme si les gens d'affaires de l'Abitibi manquaient de projet. C'est pas comme si vous manquiez de projet. Il y en a un projet. La question, c'est est-ce que ces projets miniers-là fit dans notre projet? T'sais? Puis,
quels sont les moyens que nous disposons pour faire passer nos projets du rêve à la réalité. Puis en fait, c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Moi, je sais que le projet que je pousse là, pour l'Abitibi, c'est l'agriculture. Vraiment, là. J'y crois encore. Mais il y a des défis associés à ça, puis ça serait le fun d'avoir un coup de main des autorités. Puis la personne qui s'est présentée devant vous au micro, elle le soulignait, on en a des projets de société, là, on en a toujours eu. Fait que, tu sais, c'est pas que je veux éviter votre question, c'est juste que, comme Marie-Ève le disait, tous les projets, il y a des bons aspects, il y a des mauvais aspects. Après, ça part des communautés. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Que voulez-vous? Puis est-ce que ce projet-là fit dans ce que vous voulez ou est-ce qu'il contrevient à votre projet à vous? Puis à ce moment-là, finalement, ça devient l'industrie qui devient l'opposante. Souvent, c'est comme si les gens qui habitaient déjà là, à plus forte raison les Inuits, depuis des millénaires, des temps immémoriaux, c'est comme si eux, il n'y avait pas de projet, puis finalement, ils deviennent des opposants potentiels à tout ce qu'on peut leur présenter. Mais c'est pas vrai, là. Il y en avait toujours eu un projet de vie ici harmonieuse. Fait, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Est-ce que ce qu'on nous présente dans notre milieu de vie que nous aimons, que nous restons, est-ce que ça s'intègre harmonieusement? Fait, si vous voulez faire un projet minier, parfait, on peut prendre. Là, si on l'a proposé là, à des fondations, d'autres fondations, l'idée, là, tu sais, regarde, nous, on voudrait bien là, travailler. On va prendre tous les exemples de projets qu'on connaît, plus de 200 là, en 26 ans. On les prend tous, là, ceux qu'on connaît, puis on retire les bons aspects de chacun, puis on montre à l'industrie, voici ce que vous pourriez faire qui aurait du bon sens. Ça serait ça, les meilleures composantes de chaque projet, faites-les. Mais on sait bien que ça ne marche pas comme ça. T'sais. Eux, ça part de l'exploration d'un gisement quelque part, puis là, ça bouleverse tout. Fait, est-ce que c'est finalement pas plutôt l'énergie qu'on devrait mettre à vos projets qui existent déjà puis les mettre en valeur? Moi, je pense que ça part de là. T'sais. Mais c'est pas que je veux éviter la question, mais si vous me posez la question pour tous les projets miniers que je connais, je peux vous sortir, je vous garantis, des éléments positifs. Mais c'est que ça devient de l'hypothétique de dire on va tout faire comme un golem de tout ça, là, comme Frankenstein. Là, ça marche pas comme ça, malheureusement. Mais oui, il existerait idéalement un bon projet minier idéal, là, mais encore une fois, je n'étais pas venu ici pour vous dire c'est quoi que vous devez penser pour n'importe quel projet qui est à l'évaluation. Mais j'ai l'air d'être comme politicien dans ma réponse. J'aime pas ça, là. Mais c'est parce que moi, c'est pas vrai que je suis venu ici pour vous dire c'est quoi le bon projet que vous devez décider. Je vous encourage à mettre vos projets à vous de l'avant. Puis à considérer que si le projet de la mine ne fit pas là-dedans, c'est eux les opposants, c'est pas vous. Vous êtes des promoteurs de vos propres projets. Fait que voilà. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Après ça, je vais vous laisser poser votre question, monsieur. En fait, moi non plus. Moi, je travaille avec des groupes citoyens fâchés. Fait que c'est rare qu'ils soient fâchés contre des bons projets. Puis il y a plein de projets sur lesquels je travaille pas, fait que j'imagine qu'il y en a des bons à travers tout ça. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'un projet, il faut regarder la distribution de la richesse générée par un projet. Parce que là, présentement, on a très souvent des projets qui créent énormément d'argent pour une poignée de gens. Et ça, moi, ça pose problème. Je veux dire, pourrions-nous penser à un modèle même où les richesses qui appartiennent à tous bénéficient à tous, en fait, et non pas à une poignée de gens. Ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le modèle. Et en plus, parce que l'industrie minière, tout comme l'industrie forestière, est une industrie hautement subventionnée et que cet argent, on pourrait l'investir ailleurs. Puis des fois, avec moins d'argent, il y a des projets autres pour le territoire qui pourraient voir le jour si on n'avait pas finalement parfois des très grosses sommes à offrir à l'industrie minière.
et pas que minière. Là. Je veux dire, on pense au projet de Nordvolt qui a été un fiasco total. Tu sais, je veux dire, des fois, là, nos gouvernements sont prêts à investir des millions de dollars dans des projets qui sont foireux. Puis il y a une coop localement qui aurait besoin de 50 000 $, puis elle n'a pas son argent. Tu sais, c'est ça qui moi, me fatigue. Donc, c'est la distribution de la richesse créée par les mines qui devrait être à revoir. Puis ensuite, la distribution des risques créés par les mines aussi. C'est ça qui est pas correct. Le modèle de développement minier, il ne prévoit pas du tout de retombées pour les gens qui subissent les impacts. Ou très peu. C'est ça. Là, présentement, au Québec, on indemnise les gens qui habitent dans un rayon, ça dépend, là, mais dans un rayon de 1,8 km, là, un projet que je connais, 1,8 km des éoliennes, les gens reçoivent des retombées. En fait, ils reçoivent, ils avaient appelé ça d'abord le Fonds d'acceptabilité sociale, vous vous rendez compte que ça n'avait pas vraiment d'allure. Fait qu'ils ont changé le nom, maintenant c'est juste, ça doit avoir un beau nom technique, là. C'est ça, mais pourquoi on n'a pas ça dans l'industrie minière? Il y a certains endroits à Malartic qui ont eu leur guide de cohabitation, mais bon, ils l'ont payé cher. Donc, est-ce que les gens qui subissent les risques, qui subissent les impacts de l'industrie pourraient aussi tirer des bénéfices, pourraient être compensés pour endurer ça? Déjà, ça serait un peu plus fair. T'sais. C'est ça que... Fait que moi, c'est ce que je me remets en question, la distribution de la richesse, distribution des risques et les subventions très, très chères à une industrie qui ne le mérite pas toujours et puis qui dilapide les fonds publics. C'est ça. Puis là, madame, tout à l'heure, le dit vraiment beaucoup mieux que moi que des projets nationaux, c'est des qu'on voit comme des dépenses publiques, mais qui sont en réalité des investissements. Tout à fait. C'est vrai. Puis je tiens à dire aussi que le projet d'intérêt national, la liste des projets d'intérêt nationaux, en fait, on a eu un avant-goût de ça pendant la pandémie au Québec avec la liste des projets prioritaires du gouvernement de la CAQ. Donc, on est vraiment dans l'ère du temps de considérer qu'il faut changer nos façons de faire, mais pas pour répondre aux critiques qu'on porte depuis 15-20 ans. En fait, il faut changer nos façons de faire, mais en faisant pire, en allant plus vite. Là où il faut aller plus lentement, en coupant tu sais, je veux dire, le ministère de l'Environnement, là, il y a comme trois inspecteurs de je sais pas quoi pour tout le Québec. Tu sais, déjà, il manque de ressources pour faire la job. Puis là, ils viennent découper, tu sais. On se disait dans l'auto, ils ont coupé les heures supplémentaires, ce qui fait en sorte que certaines espèces nocturnes, en fait, feront plus l'objet d'inventaire de la faune parce qu'ils ne vivent pas ces heures ouvrables. Tu bien, je suis fâchant, ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens, ça. C'est des économies de bout de chandelle qui vont nous péter dans la face. Donc, je m'arrête ici, mais c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Je crois, monsieur, on pourrait peut-être commencer à signaler que ça s'en vient vers la fin, mais pas obligatoirement, mais grosse recommandation. Bien, merci, merci d'être venu, de vous être déplacé. Moi aussi, je me suis déplacé, puis je vais commencer par une question. Pourriez-vous venir à Bécomo faire la présentation? Ah, c'est... Fait à 13h aujourd'hui, j'ai reçu un appel. J'étais au Centre d'amitié autochtone Manicouagan, à Bécomo, à Haute-Rive, et puis je n'ai pas répondu. J'ai vu à 1h15, j'avais eu un appel, j'ai appelé. Et puis j'ai parlé à mon ami Marc Fafard. Et puis moi, j'étais intéressé à savoir qu'est-ce qui se passait avec le dossier citoyen, ici avec l'Hôtel de Ville, avec la pétition, avec l'injonction et tout ça. Et puis moi, je trouve que c'est formidable. Puis là, Marc, il s'est mis en dette. J'ai dit, Marc, on va t'aider, je vais venir t'aider, c'est ce que je peux faire. Fait qu'on est vraiment dans une guerre, puis c'est une guerre économique. Fait que le nerf de la guerre, fait que des gens comme Marc, on a besoin d'appui de personnes, mais on a besoin aussi là,
de fluide, d'argent pour faire en sorte que... Ça ne fait pas partie de notre culture, il me semble. Hein? Ça ne fait pas tellement partie de notre culture. Je veux faire un partage avec vous, si vous me permettez. C'est quelque chose qui a été publié dans le journal local à Bécomo. Bon, enfin, un dernier mot pour signaler que le poste de préfet de la MRC de Manicouagan est convoité par 2 candidats. Le syndicaliste Guillaume Tremblay part certainement avec une bonne longueur d'avance sur son adversaire Gilles Babin, à qui il ne manque qu'une défaite électorale, soit à la préfecture, pour compléter ses diverses tentatives, mais vaines, de servir le public tant au provincial qu'au fédéral et au municipal. Bon, seule fausse note, c'est que les contribuables vont devoir en payer la facture. Démocratie oblige. Ça, c'est le chroniqueur, ex-journaliste Raphaël Ovington, hein, de Bécomo. Alors, je me présente, mon nom, c'est Gilles Babin. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est moi. Je suis celui-là. Je suis en train, là, je suis un père. Mon nom, c'est Babin. Je suis un gars de Bécomo. Je suis un flou de Bécomo, c'est pas de ma faute. Je suis né là. Je suis un père. J'ai une main pleine d'enfants. Puis là, ben, j'ai une main pleine d'élections. Je ne pense pas qu'il y a personne au Canada qui a pensé plus à des élections que moi dans les dernières années. Tu sais, j'ai été un candidat au provincial. Là, j'ai tenté comme indépendant en 2022. Bon. J'ai perdu 2 agents officiels en cours de route, puis ça n'a pas vraiment parti. Mais bon, il y a des personnes qui ont agi, qui ont fait confiance. 42 personnes, c'était le résultat. Fait qu'on enlève ma mère et moi, ça en fait 40. Ouais, puis après ça, ben, ça a été le gars qui a gagné. C'est le gars qui était maire. Fait que là, je suis allé pour la mairie. Ça a été mieux. 3e sur 4. Bon. Après ça, il y a un gars qui est mort soudainement. On ne sait pas pourquoi. Quelque chose, le cœur. Salt Lake City, Utah. Il a fallu avoir une élection pour un conseiller municipal. Ah, deuxième élection en 2023. 2025, je me suis présenté comme un candidat sans aucune appartenance politique au fédéral. Puis j'avais un agent officiel, Marc Fafard, qui a pris la relève d'un autre. Et puis là, me voilà. Puis, ouais, au préfet. Merci, M. Babin. On apprécie énormément que vous soyez venu de Bécomo en tant que combattant électoral. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour l'avenir parce qu'on aimerait peut-être... ça achève. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question. Mais j'aimerais terminer avec un concept, si vous voulez. Oui, et puis, c'est parce que, bon, un petit concept. Ouais. C'est le mot Innu. Le Innu. Et puis, bon, Innu, c'est une tradition... c'est une tradition orale. Bon, moi, je suis un blanc, hein, faut croire. Et puis, une tradition écrite. Fait que je suis, moi aussi, Innu, mais je l'appelle d'une façon différente. Je ne commence pas par un I, je commence par un Y, les bras dans les airs. Et puis, avec un pont, un tiret, nous, Innu. Fait qu'ici, c'est chez nous, c'est skidoo. Fait que le Innu que moi, je parle, ben il y a 2 branches. Hein? Il y a autochtone et allochtone. Mais ensemble, on est tous attachés au territoire. Puis, on se fait diviser. C'est séparé, divisé. Les points de division, moi, je ne fais pas là-dedans. Puis, c'est tant et aussi longtemps qu'on ne va pas s'unir ensemble, bien que les résultats seront les mêmes qu'on connaît. Fait que, allez, ensemble, on va de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, madame. Ça va être très bref. C'est que souvent, les projets qu'on accepte, en tout cas, ce qu'on nous présente, puis qu'on est supposé faire l'acceptabilité sociale sur ce projet-là, bien, le vrai projet, lui, il n'est pas comme ça. Le vrai projet, ça a été ça dans le cas de Munarno, mais c'est ça aussi dans le cas de Strange Lake. Le vrai projet, il évolue.
L'usine a grossi, la mine a grossi, le tas de résidus grossit, mais là, on n'a plus de prise pour l'acceptabilité sociale après parce que c'est simplement un décret qui est signé sur le coin de la table, c'est terminé. Fait que l'acceptabilité sociale, si ce n'est pas en partant avec le vrai projet, si on n'insiste pas là-dessus, ça n'existera jamais. On ne pourra pas se battre dans 5 ans sur un projet qui est déjà parti parce qu'il va y avoir, comme en Abitibi, des jobs en cours, puis on ne pourra plus rien faire. C'est ça. Okay. Je trouve ça bien dommage qu'il y ait une chaise vide parce qu'on n'a pas du tout abordé la question de la santé publique. C'est dommage, mais il y aurait eu des questions. On va sûrement s'en prendre, oui. Ça va? Oui. Une autre question. Ben écoute, je trouve ça tellement intéressant. On a-tu le droit de passer le temps? Je vais oui, madame. rapidement me joindre au partage intéressant là, de ce soir. Moi, c'est au niveau que j'ajouterais au niveau de la santé publique, que je trouve décevant de ne pas avoir eu de représentation. Oui. Je trouvais intéressant le terme le milieu d'accueil, dans le sens que actuellement, est-ce qu'on a les conditions pour accueillir un tel projet? C'est déjà, on connaît notre milieu, les impacts qu'on a actuellement à cause des activités industrielles, que ce soit l'IOC ou au niveau de la qualité de l'air, les impacts sociaux, les impacts économiques, au niveau des logements, etc. Fait que est-ce qu'il existe un tableau, un portrait actuel des conditions qui sont influencées par nos activités économiques présentement? La santé publique, j'imagine, a des données. Est-ce que c'est rassemblé pour qu'on puisse identifier vraiment notre portrait actuel? Puis, est-ce qu'on est en condition d'accueillir un tel projet? Moi, c'est d'abord... Oui. Si on est déjà déstabilisé, est-ce qu'on risque encore plus d'être encore affecté? Puis on sait qu'il va y avoir des impacts considérables à différents niveaux. Fait que, au niveau de la santé globale. Fait que moi, c'était surtout cette préoccupation que j'avais. Puis, sûrement, en santé publique, il y a des réponses qui peuvent nous donner. Il y a des efforts qui peuvent être faits pour avoir ce portrait-là, notre capacité d'accueil à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Hein? Puis merci beaucoup. Bonne soirée. Vos représentations. Merci. Et vos témoignages. Merci. Je crois qu'en voyant du monde qui bouge avec leur bourse puis leur manteau, là, ça commence à signaler un bonsoir puis des merci, tout ça. J'aimerais peut-être parler de Césure aussi, qu'on n'a pas parlé tellement, c'est-à-dire le mouvement concernant l'uranium. Ça a été quand même un des gros mouvements avec Marc Fafard il y a bien des années où toute la ville s'est levée contre un projet. Ça, c'est puis de signaler toujours son activité. Je veux juste dire merci beaucoup à Marie-Ève, merci beaucoup Rodrigue, merci la compagnie, merci beaucoup à Dale aussi qui a pris la peine de monter. Merci M. Fachoun pour votre absence. Et puis, en rapport avec la santé, nous autres, on a des réponses. Puis il sait qu'on a des réponses. Puis vous allez en avoir des réponses parce qu'il y a des possibilités de d'autres rencontres comme ça. Et il y a aussi, puis je vous réinvite à voir le site qui s'appelle Groupe des citoyens de cette île. Et parfois, c'est les RIL. Et les RIL qui passent là-dessus, on a 10 000, on a 15 000, on a 22 000 personnes qui écoutent ça à chaque fois. Parce que c'est intéressant. Parce que les informations sont justes. Ça fait que je vous invite. Écoute, merci. Yamé.